Prends Mbappé aujourd'hui. Si Mbappé n'est pas Mbappé, est-ce que tu entends parler de sa maman? Si Neymar n'est pas Neymar, est-ce que tu entends parler de son papa? Real, Barça, Manchester, Arsenal, j'en ai rien à cirer. Donc, menacé de mort, normal. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes totalement dedans comme d'habitude. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle édition et un nouvel invité, on va le retrouver tout de suite. C'est parti. C'est dur de savoir qui est vrai, c'est dur de leur faire confiance. C'est dur de recevoir des grâces venant des Frérot, comment va? Bonjour. Merci pour l'accueil en tout cas. T'imagines bien qu'il y a pas mal de gens qui ne te connaissent pas, qui sont surpris même de te voir. Pour eux, pourrais-tu te présenter et surtout dire ce que tu fais? Comme ça, les gens vont comprendre ce qui va se passer aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Donc, bonjour à tous, moi c'est Andy Makanza. J'ai 36 ans et je suis agent FIFA depuis quasiment 2 ans maintenant. Ça fait quasiment 10 ans que je suis dans le métier. Et aujourd'hui, je vais un peu vous raconter ce que j'ai fait, quelles est un peu les coulisses du monde du football. Et on va un peu discuter avec mon ami Christian de la beauté du foot. Aujourd'hui, prends un agent, on reste un peu dans le cadre du football, parce que vous savez, hein, comme moi, il y a beaucoup de critiques vis-à-vis des agents, des escrocs, etc. Bon, on va avoir sa version, on va taper un peu sur les joueurs aujourd'hui. Let's go. Avant tout, parce qu'on se connaît, mais cette passion d'agent, elle est venue d'où? Parce que je sais que de base, toi, tu étais un footeux. Ouais. Tu jouais. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as arrêté le foot pour te dire non? Parce que tu as arrêté le foot tôt, en plus. C'est vrai. Écoute, cette passion d'agent est arrivée un peu par hasard. Ok. Comment est-ce qu'elle est arrivée par hasard? C'est les aléas qui ont fait en sorte que je suis rentré dans le métier comme ça. Mais à la base, moi, je suis un passionné de football. Je cherchais un peu mon chemin dans le football après la carrière de joueur, où clairement, j'avais pas fait ce qu'il fallait pour devenir footballeur professionnel. Le fait de travailler à côté, le sérieux, les sacrifices, tout ce qui est alimentaire, tout ça, pas suivre les amis quand les amis disent de sortir et que tu dois dormir, avoir tes 8 heures, 9 heures de sommeil, avoir la préparation de match. C'est des choses que je faisais pas à l'époque. Donc, au fur et à mesure du parcours, on va dire, entre guillemets, j'ai développé en fait une passion en fait, pour le développement personnel. Moi, à la base, prendre un individu, on va dire de zéro, et voyant en fait certains potentiels dans le personnage, que ce soit physique, technique, tout ce que tu veux, et de lui apporter en fait ce petit plus pour qu'il puisse être un joueur plus complet et qu'il puisse faire son chemin en fait tout seul. Excuse-moi d'ailleurs, parce que tu parles de développement personnel. Tu cibles que les footeux ou c'est d'autres sports aussi auxquels tu touches? Alors, voire d'autres disciplines? Pour l'instant, on est dans le foot. Le truc marrant, c'est que ma fille est sportive aussi. Et elle joue au basket. Donc, peut-être à terme, on va peut-être se reconvertir dans d'autres sports. Mais pour l'instant, on va plutôt toucher à ce qu'on connaît, de A à Z, c'est-à-dire le football, et pas trop s'éparpiller dans un premier temps. Ok. Moi, maintenant, j'ai une question par rapport à tout ça. C'est que, ok, on a parlé de foot, on va dire ta carrière de footballeur, puis celle d'agent. Il y a un truc qui relie, c'est la passion. Cette passion du football, elle est venue comment? Alors, faut savoir que j'habitais en Angleterre pendant quelques années. Et le truc marrant, c'est que j'habitais juste à côté du stade d'Arsenal. Ok. Ouais. Ok. Donc, comment est-ce que cette passion s'est développée? C'est à l'époque, Arsenal avait un buteur qui s'appelait Ian Wright. C'était un black. C'était le prédécesseur de Thierry Henry et de Nicolas Anelka. Et c'était le buteur de l'équipe. Et comme moi, en fait, je me promenais souvent en fait avec ma mère et je passais devant le stade d'Arsenal. Et tu vois, dans les stades, il y a cette espèce de grillage, tu vois, où tu arrives à voir à travers le grillage en fait le terrain vert. Ouais. Et en fait, ce grillage, il est là pour protéger, pour faire en sorte que les gens ne puissent pas pénétrer au terrain. Mais pour moi, ça créait en fait une espèce de passion de vouloir en fait rentrer dans ce terrain-là et de passer ce grillage-là, tu vois. Et quand tu vois le terrain vert tout propre, en plus en Angleterre, c'est des billards. C'est le billard, t'as capté. Donc c'est vraiment là que tu as envie d'aller. Et les jours de match, quand les supporters allaient au stade et tout, ça crée un engouement. Le fait que, bon, le meilleur joueur de l'époque, c'était un black. Moi, qui suis voilà, un garçon de couleur,
ça donne envie en fait d'être cette personne-là et de faire vibrer en fait ce stade. Ouais. C'est un exemple, en fait, on va dire, d'une certaine façon. Ok, donc tu es un Gunners ou... Je suis un Gunners. Pas trop le choix. Pas trop le choix. Tu as dû beaucoup râler cette année. Non, mais c'est très bien. Après, je pense que toi, qui es en plus footeux et agent, ça t'a permis aussi peut-être de connaître psychologiquement les footeux, savoir ce dont un footballeur a besoin, etc. Est-ce que ça t'a servi pour ton management ou pas spécialement? Ou tu as toi-même fait tes gammes sur la psychologie sur le côté ou des trucs? Ou est-ce que c'est vraiment ton expérience qui t'a aidé à faire de toi un agent aujourd'hui accompli, par exemple? Bah, c'est bien que tu poses la question. Je dirais que c'est plus mon expérience et de tout ce que je n'ai pas fait qui ont fait en sorte de m'orienter, de plutôt pouvoir repérer en fait ces manquements en fait chez les joueurs et de déceler si tu es capable ou avec l'entourage qui t'entoure de pouvoir apporter en fait ce plus à ces joueurs-là pour qu'ils puissent passer un cap. J'ai toujours pour ambition de quand je prends un joueur qui puisse passer un cap. On en parlera plus tard, mais faut s'arrêter là. Parce que si tu te projettes parfois trop loin, tu peux commencer à avoir des déceptions. Mais je rentrerai plus dans le détail pour expliquer. Voilà, de toute façon, on est là pour ça. Aujourd'hui, on va vraiment, comme on dit chez nous, éventrer le bois. Donc, on va continuer comme ça, on va se poser. Voilà, j'avais une question. Quand je t'ai entendu parler de la façon dont tu as découvert cette passion pour le football, le fait que tu aies eu aussi un petit parcours, quand tu vois cette époque-là où tu jouais au foot, et l'époque de maintenant, sachant que tu es agent en plus de ça, donc tu es vraiment dans les coulisses, c'est quelle différence que tu fais entre les deux? Et je te parle vraiment plus au niveau du joueur, donc la mentalité du joueur de cette époque, pour commencer, et la mentale que les joueurs ont maintenant. Tu penses que c'est la même ou elle est différente? Tu sais, à notre époque, quand on joue au foot, bon, toi, tu es de la partie de la génération de 90, moi, c'est 89. Moi, dans ma génération, tu avais Hervé Cagé, tu avais Geoffrey Mojan-Guibia, tu avais des joueurs en fait, de talent. Que quand tu allais sur un terrain de foot, tu voyais que ces personnes-là sortaient du lot. Aujourd'hui, ce qu'on forme aujourd'hui, on forme quasiment tous les joueurs se ressemblent. En fait, tu as peu de joueurs en fait, qui font des différences tout seuls. Ils font les différences au sein d'un collectif. Bien sûr, tu vas toujours trouver les joueurs plus rapides qu'un autre, un joueur plus costaud qu'un autre. Aujourd'hui, tu trouves moins de joueurs en fait, qui font des différences tout seuls, ballon au pied. Et d'ailleurs, ce sont des profils qui sont recherchés dans le football actuel. C'est le type de joueurs en fait, qui peuvent faire des différences quand un match est fermé. Mais c'est dû à quoi ça, par exemple, le fait que justement ces joueurs sont en voie de disparition aujourd'hui? C'est le changement du football. Hein. Tu sais, avant, on était dans un football... quand nous, on jouait encore au football, c'était l'époque de l'Espagne. L'époque... Tiki-taka. Tiki-taka, football collectif, avec un élément qui sortait un peu au-dessus du lot et qui faisait des différences. Aujourd'hui, on est dans des organisations tactiques. On est dans un football plus physique, beaucoup plus dans la recherche de l'effort physique que de la finesse technique. C'est ça la différence. Et d'ailleurs, pour te faire la comparaison, je vais prendre un joueur par exemple, un Toni Kroos. À l'époque, un Toni Kroos, on ne le calculait pas trop. On calculait Messi, Ronaldinho, Neymar, tous ces gens-là, Ibrahimovic, tous ces gens-là qui faisaient des différences en fait pendant un match. Et les hommes de l'ombre, on les... Ouais, exact. Aujourd'hui, la lumière est plus mise sur un Modric, un Pedri, un Toni Kroos, un Gavi. Tu vois, ces gens-là qui au milieu de terrain charbonnent et qui ont cette collectivité en eux, savoir distribuer le ballon et faire les efforts pour l'équipe. C'est la grande différence avec le football d'aujourd'hui. Mais maintenant, moi, la question que j'aimerais te poser aussi, c'est, selon toi, quels sont peut-être les 3 atouts pour qu'un joueur puisse réellement percer pour toi? Qu'est-ce qu'un joueur doit avoir pour pouvoir d'office percer? Et je pense que même si ces joueurs doivent avoir ces atouts, il y en a qui n'arrivent malheureusement pas à percer pour X ou Y fait. Il y a aussi le physique qui joue des fois les blessures. Mais pour toi, quand tu reçois un joueur et que tu le vois, qu'est-ce qui te fait dire que ouais, celui-là, ça peut le faire avec lui? C'est quoi que tu regardes en premier? Moi, personnellement, ce que je regarde en premier, c'est la mentalité du joueur.
Donc aujourd'hui, si un joueur n'a pas une bonne mentalité, c'est-à-dire que, imaginons, tu vas prendre un joueur technique qui est sur le côté, qui va faire une action 1 contre 1, qui va rater peut-être son dribble ou son action, et qu'au lieu de se replacer, de venir rechercher le ballon, de tacler ou quoi que ce soit, bah, il reste là sur le côté en train de râler. Tu vas prendre un milieu de terrain qui va prendre le ballon, qui va tenter peut-être une passe de 30 mètres. Il va la rater. Et après ça, il sort de son match. Tu vas prendre un attaquant qui, devant le but, va rater une occasion. Et ça va te tuer tout le match. Tu vas prendre un défenseur qui va peut-être faire une erreur défensive et qui va sombrer en fait, au fil du match parce que cette erreur-là lui reste dans la tête. Tu vois, l'aspect mental, pour moi, est très important parce que ça montre la capacité en fait, à un joueur, et je vais aller même plus loin, à l'homme, de pouvoir se relever après l'échec. Okay. Tu vois, c'est un peu en fait à mon image en fait. Tu sais, j'ai peut-être pas réussi en tant que footballeur. J'ai pas dit que j'ai réussi en tant qu'agent, mais j'ai accompli certaines choses aujourd'hui dans le monde en fait du management qui font en sorte que j'ai cette même exigence envers mes joueurs, envers l'entourage du joueur et même envers mes partenaires. Mais j'ai aussi cette humilité d'aussi accepter en retour qu'on soit exigeant envers moi-même. C'est très important. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, oui, on peut exiger quelque chose de l'entourage, d'un joueur qui fasse exactement ce qu'il faut faire en fait, pour arriver au haut niveau. Mais est-ce que toi, en tant que représentant, tu donnes l'exemple? Est-ce que toi, en fait, tu fais tout pour que ton joueur puisse passer un palier? Est-ce que tu lui mets en fait tous les éléments? Est-ce que tu crées en fait une atmosphère pour qu'il puisse passer à l'échelon supérieur? C'est ça le plus important. Bien sûr, bien sûr. Mais en tant qu'agent, quelles ont été justement ces difficultés que tu as pu avoir avec des joueurs? Par exemple, je pense que, comme tout agent, tu dois recevoir des demandes pêle-mêle. Mais pour ceux que tu as acceptés, ceux avec qui tu as accepté de travailler, on va d'abord commencer par le négatif, puis on ira vers le positif. Quels ont été les aspects négatifs que tu as eus en tant qu'agent? L'aspect négatif d'un agent, c'est, tu sais, quand tu commences, tu n'as pas encore cette expérience pour pouvoir évaluer si un projet que tu vas prendre va arriver à terme et va aller au terme que tu souhaitais pour ce projet-là. Je vais te donner un exemple. Tu vas prendre un joueur. À l'époque, quand je regardais un joueur, je allais regarder plutôt, j'étais très porté en fait sur l'aspect physique. Parce que je partais du principe qu'un joueur costaud, capable de pouvoir répéter des efforts, allait être ce type de joueur qui pouvait durer sur le long terme. Parce que la différence souvent, parce que je m'étais spécialisé à l'époque d'essayer de ramener en fait des footballeurs amateurs au football professionnel, une des différences, au-delà de l'aspect mental, c'était surtout l'aspect physique. Tu sais, de pouvoir t'adapter en fait à l'exigence en fait du football qui va plus rapidement, du football qui exige plus d'efforts, du football qui exige dans les duels d'avoir une certaine force pour pouvoir résister aux duels et faire des différences. Et quand j'ai commencé, ben, je regardais plutôt ça. Mais il y a d'autres aspects en fait. Est-ce que le joueur s'alimente correctement? Est-ce que le joueur a cette discipline d'aller dormir à l'heure? Est-ce que le joueur a cette discipline de tout seul en fait aller se préparer, aller faire les efforts physiques supplémentaires sans que tu lui dises qu'ils doivent le faire? Tu vois? Et j'ai eu une bonne expérience au Luxembourg. Une année où le club en fait avait la tendance à toujours recruter en fait en Allemagne. Malheureusement, c'était l'époque du Covid, donc ils n'ont pas su aller voir des matchs parce qu'en Allemagne, voilà, ils avaient un peu tout clôturé. Et cette année-là, j'avais un peu fait le recrutement, donc j'avais amené. J'avais entendu parler de ça. Tu avais ramené des joueurs amateurs ici. Ouais. Au Luxembourg en D1. Ouais. Exact. On avait commencé avec un qui avait bien fonctionné. Ouais. C'est souvent comme ça. Tu sais, quand tu réussis quelque chose dans un club, ils ont tendance à vouloir réitérer l'expérience. Donc, ils te donnent cette chance de pouvoir leur montrer en fait que c'est pas un coup de chance. Et quand tu réussis, ben, généralement, tu as beaucoup d'accès, on va dire, dans ce club-là. Ça avait réussi une fois, donc j'avais créé en fait une équipe. Mais moi, mon but premier, c'était de mettre en valeur l'attaquant que j'avais mis là-bas. Donc j'avais pris un gardien qui savait relancer ballon-pied. Parce que, évidemment, quand tu as le ballon, c'est-à-dire que tu as cette tendance à pouvoir attaquer. Et donc,
mettre les ballons pour que l'attaquant puisse marquer. J'avais ramené un ailier qui était fort en 1 contre 1 pour faire des différences et pouvoir aussi mettre les ballons à cet attaquant. J'avais ramené un numéro 10, très, très talentueux, pied gauche, pied droit. Tous ces joueurs, tu les as ramenés pour le même club? Pour le même club, Okay. pied gauche, pied droit. D'ailleurs, j'ai dû convaincre le club de le prendre, parce que le club, au début, il n'était pas trop convaincu, enfin l'entraîneur. Finalement, il a fini 2e meilleur passeur du championnat, et l'attaquant 2e meilleur buteur du championnat, okay. Tu vois. J'avais ramené en fait un remplaçant en fait à l'attaquant, parce que moi, quand l'attaquant pétait, en fait, je voulais en mettre un autre pour réitérer l'expérience, pour avoir en fait un joueur encore dans le circuit. Et justement, ceux qui n'ont pas réussi à ce moment-là, ou à l'étape d'après, c'est parce qu'ils n'avaient pas en fait cette exigence du haut niveau. Tu sais, on avait mis un cadre au Luxembourg, on leur a pris une maison où ils vivaient tous ensemble. On avait mis en place en fait un groupe de joueurs où il y en a un qui était plutôt un peu dans la musculation, donc il allait un peu entraîner les autres à aller dans ces directions-là. On avait des joueurs qui étaient plus sérieux, qui avaient plus ce professionnalisme parce qu'ils l'avaient connu pour entraîner les autres dans le sillage. Et ça a fonctionné sur les 5, ça a fonctionné sur 2. Je dirais le joueur le plus talentueux, il est, sans citer de nom, n'a pas réussi pour un aspect mental. Mais aujourd'hui, je suis content de voir qu'il a su rebondir, ce qui donne aujourd'hui des entraînements privés. Ah, il est complètement sorti du foot? Il est encore dans le football au niveau amateur, mais il est dans quelque chose qui lui correspond mieux. Parce que c'est un joueur techniquement, je pense que j'ai rarement vu un joueur techniquement comme ça. Formé en Anderlecht, tout ça, mais vraiment de ce côté-là, ballon-pied, c'était talentueux. Et aujourd'hui, il est en train de transmettre en fait son acquis et son talent en fait à d'autres joueurs. Et d'ailleurs, ils sont devenus très réputés pour ça. Et je suis très content pour lui. Même si la collaboration ne s'est pas passée comme je le souhaitais, c'est la vie, ça arrive comme ça. Il y a le gardien qui est parti en Suède. Il y a l'attaquant, bon, lui je peux le citer parce que c'est encore un joueur avec qui on travaille actuellement, Jordi Soladio, qui a fait une carrière en professionnel, donc le projet il a fonctionné. Tu as le numéro 10 qui avait pu rejoindre un club plus huppé du championnat du Luxembourg. Ça n'a pas été là-bas parce que voilà, la mayonnaise n'a pas pris. Je pense plus qu'il joue au football actuellement. Donc, l'attaquant que j'avais pris pour remplacer, le club luxembourgeois l'avait écarté après 1 mois de préparation. Donc même avant le début du championnat. Parce qu'il n'avait pas cette exigence du haut niveau. C'est dommage parce que honnêtement, en termes de capacité physique, même capacité au niveau du jeu, même s'il y avait certains aspects du football qu'il aurait pu apprendre là-bas, s'il avait eu un peu plus de patience et plus d'exigence, c'est des choses qui arrivent. Mais ces expériences-là m'ont servi pour la suite. Dans le sens où maintenant, quand je prends un projet, si je ne suis pas convaincu sur plusieurs aspects, donc pas rien que football, mais vraiment tous les à côté du football. Je pose des questions, ça devient carrément un entretien d'embauche. C'est tout comme en fait. Hein. Exact. Pour moi, c'est tout comme. Exact. Mon partenaire, c'est un directeur d'un cabinet de recrutement. Donc exactement. Donc il a peut-être amené ce côté un peu plus corporate dans notre façon en fait de screener les joueurs, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand on regarde un joueur et quand on va parler avec un joueur, on va poser des questions assez précises pour vraiment en retirer un maximum par rapport à son profil, on va dire, psychologique, au-delà des capacités techniques. Parce que j'ai aussi un directeur du recrutement qui s'occupe vraiment de screener le joueur, de dire « Ok, celui-là, ça va ». Moi-même, avec mon expérience, et on va dire ce côté un peu plus business, de voir « Ok, ce joueur-là, on peut le monnayer ». C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est business comme ça. J'ai une personne, Claudio, que tu connais très bien, qui s'occupe de tout ce qui est l'aspect physique et plutôt mental. Donc on a vraiment créé aujourd'hui une structure pour pouvoir, de un, avoir cette expertise, parce que tous les éléments de notre structure
mon directeur du recrutement a un œil plus aiguisé que moi. Mon partenaire qui est plutôt dans le recrutement a une expertise en termes d'organisation qui est meilleure que la mienne. Notre préparateur physique, préparateur mental a une expertise à ce niveau-là qui est meilleure que la mienne. Ça fait en sorte que ça rend en fait le groupe beaucoup plus homogène et qu'on se complète, tu vois. Et moi, je ramène un peu ce côté business à rendre en fait ce côté plus amateur et de plutôt faire ce processus d'entonnoir et de sélectionner un peu en triant quel profil on peut investir, notre temps, notre argent. Parce qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui, quand tu vas prendre ta voiture, que tu vas taper Eupen, que tu vas taper Genk, Bruges, même aller à Anderlecht, tu mets ton essence, tu uses tes pneus, tu vas payer parfois des entrées. Tu sais, tu vas payer des entrées. Et aujourd'hui, un match de jeunes, parfois tu payes 7-8 euros. Tu vois ce que je veux dire? Compte ça sur une année où tu vas voir plus d'une centaine de matchs. En parlant de ça d'ailleurs, vu qu'on en est venu au business, hein, le business c'est toujours, quand on parle d'argent, c'est toujours un peu compliqué pour certains. Tu as dit investir. Tu vois, donc ça veut dire mettre de l'argent pour un joueur, justement, pour un joueur sur lequel tu comptes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si maintenant tout cet argent investi a été investi pour rien? Ou que, comme certains cas qu'on a eu, le joueur finalement signe avec quelqu'un d'autre et s'en va. Toi, maintenant, dans ta position, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est marrant que tu me poses cette question. Tu sais, quand tu commences le management, il faut avoir ce côté un peu psychologique de te dire qu'un projet se fait en plusieurs étapes. Okay. Je vais te donner un exemple. Tu vas prendre un jeune aujourd'hui, parce qu'on recrute de plus en plus jeunes, tu vas prendre un jeune de 13 ans. Le premier contrat pro peut se signer à 15 ans. Donc, tu arrives à 13 ans, 15 ans, tu signes le premier contrat pro. Légalement, tu n'es pas habilité, en tout cas en Belgique, à pouvoir toucher une commission sur un enfant mineur. D'accord? Donc ça, déjà, dis-toi que pendant 2 ans, tu as investi dans des entraînements supplémentaires, des déplacements, des restaurants, parce que tu rencontres les parents de temps en temps pour faire un point, ton temps. Parce que généralement, on ne met pas en fait un prix sur le temps, mais le temps, en fait, voilà, exactement. Timeless money, comme diraient les Anglais. Je viens d'Arsenal, donc timeless money. Tu sais, tu as parlé, c'est même pour ça que je me rapproche un peu, hein, parce qu'on va parler argent. Ouais. Il faut parler argent, parce que c'est un milieu dans lequel il y a trop d'argent, et je pense que c'est cet argent qui au final sert aussi un peu de mots dans tout ça. Donc, moi, je me dis, disons que toi, comme tu dis, tu as investi dans un joueur. Donc, tu as investi dans ce joueur depuis qu'il est petit, et dès qu'il arrive en âge d'avoir un contrat, le joueur il décide de s'engager avec un autre agent et il se barre. Toi, dans ta position, qu'est-ce que tu peux faire ou qu'est-ce que tu fais? Non, c'est marrant que tu me poses la question. Hein. Tu sais, quand tu commences le management, il faut partir d'un côté un peu plus psychologique que un projet se fait en plusieurs étapes. Et donc, tu seras peut-être la personne qui va commencer le projet, mais tu ne seras peut-être pas la personne qui va terminer le projet. Ouais. Je vais donner un exemple. Mais ça, c'est fort ce que tu dis, parce que, excuse-moi de te couper, mais quand tu dis c'est pas toi qui va forcément le finir, ou c'est peut-être même pas toi qui va le commencer, mais c'est toi qui va le finir, c'est un aspect qui me parle beaucoup parce que je pense que dans plein d'autres domaines, c'est la même chose. C'est comme dans la vie. C'est ta mère qui t'élève, mais c'est pas ta mère qui fait de toi un homme. Celle qui fait de toi un homme, c'est ta femme, voire tes enfants, tu vois. Et que tu fasses le parallèle avec le football dans ce sens-là, c'est très bien, parce que c'est toujours un peu dans le thème de, comment dire, du fait de distribuer, en fait, de repartager ton savoir, et aussi, comme tu dis, savoir que y a plusieurs étapes, et les étapes ne sont pas toujours les mêmes. Mais c'est bien que tu dis ça. Non, je vais te donner comme exemple. Aujourd'hui, on recrute de plus en plus jeunes. Tu vas prendre un jeune de 13 ans, il faut savoir que le premier contrat pro peut se signer à l'âge de 15 ans. Il faut savoir qu'aussi en termes de législation, un agent ici en Belgique ne peut pas être rémunéré en termes de commission pour un joueur mineur. D'accord? Donc, d'autres vont trouver des entreloupes pour pouvoir se rémunérer. Je ne rentrerai pas ici dans les détails. Mais donc, tu dois attendre tes 18 ans. Donc, on récapitule. 13 ans,
15 ans pour les gros talents et que les circonstances font en sorte qu'ils signent professionnels, tu touches pas l'argent, donc tu mets bien la famille. Le joueur se met bien, il a un salaire, la famille se met bien parce que voilà, ils ont peut-être une prime de signature et ça leur permet de sortir la tête de l'eau pour ceux qui sont dans un milieu modeste, tu vois. Tu reçois 10, 30, 10, 20, 30, 40 000 euros pour un jeune, ça permet à une famille de pouvoir avoir une certaine assise. Tu sais, c'est peut-être de l'argent pour partir en vacances, peut-être l'argent pour aider au pays, c'est peut-être l'argent pour commencer à acheter un premier bien, tu vois. Nous, les agents, on n'intervient pas là-dedans. Donc, par rapport à ça, on doit attendre 18 ans. Donc, 13, 18 ans, 5 ans, que tu investis sur un enfant et que, à la fin, la famille décide de céder en fait aux sirènes d'un agent, on va dire, plus sécure, c'est-à-dire un agent plus réputé, qui va leur promettre ou garantir de pouvoir en fait passer la prochaine étape. C'est-à-dire que de 18 ans, de commencer tout doucement à rentrer dans le milieu professionnel et de commencer à faire son trou. Certains parents sont fidèles, ils restent avec toi, ils te font confiance, et si le joueur est réellement fort, parce que c'est ça le secret c'est le joueur. Si le joueur aujourd'hui est tellement fort, tu peux avoir n'importe qui à la tête du club, il y a rarement un club qui va refuser de mettre en valeur un joueur qui peut leur permettre en fait de pouvoir faire un bénéfice sur le joueur. C'est ça le secret. Beaucoup de parents pensent que ce sont les agents qui font les joueurs. Il y a une phrase bien célèbre qui dit que c'est le joueur qui fait l'agent, la plupart du temps. Attention, parfois, l'agent va permettre à un joueur moyen ou à un joueur qui a un peu du mal à pouvoir sortir un peu du lot, à pouvoir faire une carrière professionnelle aussi. Ça, c'est la réalité. Mais la plupart du temps, quand le joueur est talentueux, ça vient tout seul. Exactement. Prends Mbappé aujourd'hui. Si Mbappé n'est pas Mbappé, est-ce que tu entends parler de sa maman? Voilà. Ça, c'est un exemple. Est-ce que si Neymar n'est pas Neymar, est-ce que tu entends parler de son papa? Non, exactement. Pourtant, ce sont des personnes qui ont à un moment donné géré la carrière de l'enfant, que ce soit en direct ou un peu plus lointain. Mais aujourd'hui, on parle d'eux parce que le fils ou le joueur leur a permis d'être en fait en lumière. Moi, par rapport à ça, j'aimerais aussi savoir, pour connaître un peu tes expériences personnelles, quelles ont été les expériences financières que tu as pu avoir, qui ont mal tourné comme bien tourné, si tu veux. Mais on va plus rester sur le mal tourné, tu vois. Parce que j'imagine aussi que c'est... Aujourd'hui, c'est la polémique. Ah oui, on est là pour ça, totalement dedans. Nous, on essaie un peu de creuser là où les gens n'aiment pas creuser, justement pour comprendre un peu et savoir déjà comment est-ce que tu fais pour tenir, parce que c'est pas évident, je pense. Déjà, gérer l'humain, c'est grave. Donc si en plus tu dois gérer l'humain qui t'escroque de l'argent, ou derrière en qui tu peux pas avoir confiance, j'imagine que c'est compliqué. Toi, c'est quoi les expériences que tu as eues, par exemple? Alors, Dieu merci. Dieu merci. Je n'ai pas eu d'histoire financière, on va dire, avec un joueur ou un club. Avec les agents, j'ai eu une histoire. Elle va être marrante, celle-là. Mais je vais la raconter. Je ne vais pas citer les noms. Donc, j'ai un joueur qui explose au Luxembourg. Okay. Donc, ceux qui suivent un peu retrouveront le nom. Ils sauront, oui. Exactement. Il est en fin de contrat. D'accord, au Luxembourg. Voilà, au Luxembourg. Il faut savoir que quand tu es en fin de contrat, et que tu pètes, tout le monde t'appelle en fait. Mais tout le monde appelle le joueur. Oui, parce que toi, tu n'es pas mis en avant comme son agent officiel ou non, pas du tout? C'est encore plus fourbe et plus subtil. C'est que tout le monde veut profiter en fait, tout simplement. Donc en fait, il passe par derrière toi. Et il faut savoir qu'à l'époque, moi, je signais jamais de contrat de représentation avec les joueurs. Je fonctionnais sur la confiance. Donc ce qui fait que oui, c'est peut-être une façon amateur de mon côté, mais j'avais un côté plus idéaliste, dans le sens où si le joueur ne voulait pas rester avec moi, il était libre de partir à tout moment. Tu vois? Exactement. Faut pas forcer quelqu'un à travailler avec toi. Si la personne veut travailler avec toi et qu'elle est convaincue que ton projet puisse le ramener à la prochaine étape, vous travaillerez mieux dans ce sens-là. Maintenant, certes, pour avoir un côté plus professionnel, on met ça sur papier, on se met d'accord.
Et donc à l'époque, j'ai des agents, dont le papa d'un gardien très connu, qui joue ici en D1 dans un grand club. Ceux qui suivront retrouveront le nom. A essayé tout simplement de me piquer mon joueur. Et comment est-ce qu'il a piqué mon joueur? Il s'est attaqué en fait à l'entourage du joueur. Et l'entourage du joueur a voulu bien faire. C'est-à-dire que le projet est arrivé à un certain stade. Il voulait que le projet passe à un autre stade. Donc il pensait que cet agent-là était plus propice pour le ramener en fait au projet suivant. Attention, je te parle de la même histoire, hein. Donc on va continuer dans cette histoire. Finalement, ça se fait pas. J'avais pu avoir les arguments pour faire en sorte que le projet continue. C'était aussi peut-être de ma faute parce que je n'avais pas été assez clair ou transparent dans les capacités de pouvoir amener ce joueur-là en fait à l'étape supérieure. Vient maintenant les opportunistes qui viennent en fait dans les DM des joueurs sur Instagram, ou qui viennent parler aux joueurs et demandant si le joueur a un agent ou pas. Et leur propose en fait des monts et merveilles. Donc vient un agent des pays de l'Est qui veut donc faire quelque chose avec le joueur. Il dit certaines conditions. Chance est-il que dans le club où il a voulu le proposer dans la première, de première intention, c'est-à-dire en Slovénie, j'avais mon partenaire italien qui avait commencé sa carrière en Slovénie. L'Italie est là, la Slovénie est juste en dessous. Donc en fait, ça m'a permis en fait de pouvoir aller à la source du club et savoir en fait que les conditions sont différentes. Et on parle de 3 fois plus de commissions. Donc on te propose en fait un deal où on fait 50-50 avec 3 fois moins de commission. Donc ça veut dire que en fait tu perds 6 fois la somme. Et j'avais l'occasion en fait de faire le deal en direct. Je l'ai refusé par déontologie, on va dire, et pour éviter en fait les problèmes, tu vois. Pour te dire que par après, ce même agent m'a menacé de mort et a menacé ma famille. Exactement, parce que oui, il faut faire attention sur Instagram quand vous avez des profils publics, de mettre des photos de famille. Bon, moi c'était pas mon cas, mais ma compagne, la mère de mes enfants de l'époque, avait un compte public, donc avec la photo de mes enfants, avec des commentaires en parlant des noms et tout ça, et donc menacé de mort, normal. Donc je fais pas le deal. Finalement, on s'arrange avec la personne parce qu'il avait présenté un deuxième club. On fait le deal. J'avais aucun papier avec lui. Quand on a fait le deal par après, il a reçu son argent par Western Union. Pas de contrat. Tu vois, c'est ça la différence. Moi, c'est ma façon de faire. Je te mets au défi, Christian, d'aller chercher tous les joueurs avec qui j'ai travaillé, avec qui je n'ai pas de papier, et te dire que je leur ai volé 1 euro. Aucun. Par contre, au sens inverse, beaucoup de gens ont été, comment dirais-je, pas corrects. Parce que c'est un domaine où tu fonctionnes beaucoup à la confiance et disons, à la parole, en fait. Hein. Tu sais, la parole vaut de l'or, comme on dit. Et certains ont une parole, malheureusement, qui ne vaut pas de l'or. Et donc, ça crée des déceptions. Donc là, j'en reviens, en fait, à la phrase que je t'ai dit au début. Avec l'expérience maintenant, je me dis, ça se fait en plusieurs étapes. Il faut accepter que tu ne sois pas la personne qui va terminer. Exact. Et du coup, je pense que tu arrives à mieux gérer la pression à ce moment-là. Parce que le problème, je pense aussi que vous avez les agents, ceux qui n'ont pas cette théorie-là, c'est de se dire, le mec, il est à un certain stade, je veux qu'il atteigne ce stade-là, alors je vais tout faire, alors que, comme tu dis, des fois, c'est pas lui. Des fois, c'est pas par toi que ça va passer. Exact. Ça doit peut-être passer par quelqu'un d'autre. Tu vois. Et non, franchement, c'est une bonne façon de voir. Mais dans tout ça, malgré tout, ok, il y a eu cette phase-là, comme tu dis, où tu as été menacé. T'as voulu arrêter à ce moment-là ou pas du tout? Non, jamais, jamais. C'est toute mauvaise expérience a été une bonne expérience pour moi. Tu sais, le fait d'avoir été, entre guillemets,
menacé, c'est un grand mot, parce que ça n'a été que des paroles. Ça m'a permis en fait de me professionnaliser par après. Tu sais, la première erreur a été laquelle? C'est de ne pas avoir de contrat de représentation avec le joueur. D'ailleurs, avec ce joueur-là, j'en ai toujours pas. On a toujours fonctionné à la confiance, ça fait 9 ans. Je répète ma phrase célèbre. Ceux qui suivent l'histoire retrouveront le nom. Moi, j'ai déjà le nom, j'ai déjà le nom. Je ne le dirai pas, mais j'ai déjà le nom. Mais on vous attrape toujours dans les DM de toute façon. Mais pour la suite, en tout cas pour la structure, maintenant, on a des contrats de représentation bien déterminés. Il faut savoir qu'un contrat de représentation avec un joueur dure maximum 2 ans. D'office, 2 ans. C'est la FIFA qui a mis ça en place. Et tu ne peux pas avoir de clause automatique dans un contrat pour le renouveler. C'est-à-dire que chaque année, 2 mois avant la fin du contrat, tu dois te rasseoir en fait avec le joueur parce que 2 mois avant la fin du contrat, le joueur a le droit d'aller discuter avec un autre agent. Il faut savoir ça. Mais c'est bon à savoir parce que je pense pas qu'il y en a beaucoup qui sont au courant de ça. Hein. Écoute, j'ai pas la science infuse. J'ai eu quelques cas pratiques, j'ai un peu d'expérience, je ne connais pas tout. D'ailleurs, quand il faut avoir plus d'expertise, on va dire juridique, on se tourne envers les professionnels. Ça aussi, ça m'a appris avec le temps, c'est que tu peux pas tout gérer. C'est parfois par chauvinisme, tu vas te trouver en fait à vouloir gérer des aspects où tu n'es pas spécialisé. Tu as de la connaissance, mais tu n'es pas spécialisé. Et dans ce domaine où il y a beaucoup de contrats qui passent entre joueurs, agents, entre agents, club, entre joueurs et club, entre agents et agents, si tu n'es pas très assidu au niveau juridique et dans la subtilité en fait des contrats qui régit en fait deux parties, bah, tu te retrouves en fait dans un cadre où en fait tu t'exposes et tu en fait donnes l'occasion en fait de te faire avoir tout simplement et qu'on puisse en fait profiter du fait que tu n'as pas été très assidu. Donc, après, moi j'ai plutôt l'impression que dans ton cas, parce que je te connais un peu, ouais. Je crois que c'est plutôt le fait d'être, de vouloir être, enfin, pas de vouloir, c'est d'être quelqu'un de bien, tu vois. C'est que toi, tu fais les choses ici parce que tu es convaincu de ce que tu fais, et aussi parce que, comme on l'a dit, tu as eu ta carrière, tu n'as pas pu peut-être atteindre un certain niveau, alors du coup, tu prends ce truc que toi tu as eu, que tu as emmagasiné pendant toutes ces années, et tu transmets d'une certaine façon. Donc, de base, c'est fait avec le cœur. Et souvent, quand quelque chose est fait avec le cœur, c'est difficile de demander de l'argent, tu vois. Et c'est ça la complexité, je pense, dans ce truc où tu te retrouves dans une situation où tu dois, parce que c'est du business. Tu vois. Partout où il y a de l'argent, il faut... Mais c'est vrai que quand tu fais les choses avec le cœur, c'est toujours un peu compliqué. Tu vois. Et j'entends beaucoup ça, tu vois, avec toi. Mais après, c'est vrai que l'évolution et les expériences font qu'à un moment donné, tu dois changer ton fusil d'épaule, parce que tu es dans un monde de loups. Et là, malheureusement, ou heureusement, on va dire, je suis beaucoup plus strict, on va dire, dans ma relation. Je reste le même. Ma vocation, c'est le développement personnel de l'individu, et dans ce cas-ci, le sportif. Mais d'un autre côté, cette association doit me rapporter quelque chose. Doit me rapporter un contact dans un club, une position plus affirmée dans un club, une satisfaction personnelle, un apport, un gain pécunier. Parce qu'en fait, si tu continues en fait dans ce chemin-là, tu vas te retrouver à un moment donné où tu vas te perdre en fait tout simplement. Tu vas perdre aussi la motivation de continuer ce que tu fais parce que tu vas voir en fait, c'est paradoxal, mais tu vas regarder en fait les gens autour de toi gagner et toi tu vas fournir en fait le même effort, le même travail, tu vas pas gagner à la fin. Alors, est-ce que tu te rends service à toi? Est-ce que tu rends service en fait au travail que tu es en train de faire? Parce que beaucoup de gens te diront que la gratuité ne paye pas. Gratuit, paye pas. Pourquoi? Parce que tout service, on va dire entre guillemets gratuit, n'est pas valorisé tel qu'un service payant. Tu vois la nuance? Donc aujourd'hui, tout ce que je fais doit me rapporter quelque chose. Mais je reste le même. Je reste toujours dans le bon développement du projet et je n'irai jamais dans la tirelire d'une famille ou d'un joueur, mais il faut que cette association nous rapporte quelque chose. Et ça, c'est un aspect que les joueurs doivent comprendre parce que beaucoup de joueurs en fait mélangent
beaucoup de choses, dont des termes juridiques et tout ça, et ensuite vont mettre tous les agents dans le même sac, qu'on est des voleurs. Mais les gens se rendent pas compte, si on devait faire maintenant un état des dépenses fournies pendant des années, que ça soit un joueur élite à haut niveau qu'un joueur amateur. Tu sais, à la période du Luxembourg, les joueurs te le diront, hein, je faisais le Luxembourg, Christian, tous les week-ends pendant près de 2 ans. Excuse-moi de te couper, mais il y a une question qui me vient pendant que tu me dis ça, parce qu'on parle d'argent, etc., et que tu dis que ça doit te rapporter. Ouais. Ta vie de famille dans tout ça, en fait. Penses-tu qu'il est possible justement de rallier ce métier et la vie de famille en sachant qu'au départ, il n'y a pas d'argent? J'en viens. Je faisais le Luxembourg tous les week-ends. Chaque déplacement me coûtait 120 €. L'essence, plus en manger. 120, 150 €. Fais le calcul. Fois 4, ça te fait combien? 600. Fois 10, ça te fait 6000. 6000, c'est les vacances que j'ai avec ma famille. Tu sais, à l'heure actuelle, en 10 ans de temps, je me suis séparé de ma femme. Je vis plus dans la même maison que mes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tous ces sacrifices, on va dire, entre guillemets, de temps et de vocation et de dévouement pour une cause, m'a coûté en fait par derrière. Que ça soit en argent, mais aussi en, en apport ou comment dirais-je, en côté plutôt plus humaniste. Tu comprends ce que je veux dire? Relation. Dieu merci fait en sorte qu'aujourd'hui, voilà, j'ai pas perdu en fait ce feu en moi. Au contraire, il a décuplé parce qu'aujourd'hui, faut que tout ça en vaille de la peine. Et au-delà en fait de la passion que j'ai pour le football, j'ai cette vocation de vouloir réussir dans ce domaine parce que je suis compétent pour le faire. Tu sais, quand des agents aujourd'hui qui ont fait des gros transferts te demandent des conseils sur certaines choses, c'est-à-dire que tu as développé en fait des skills au fur et à mesure du temps, tu as développé une connaissance ou une expertise euh, de ton marché qui fait en sorte que tu as une certaine valeur sur le marché. Et ça, cette valeur-là, tu dois déjà en être conscient et faire en sorte que cette valeur soit monnayée. Tu vois, c'est très important. Et je vais vous donner une anecdote. Moi, le football belge, je ne regarde que ça. Real, Barça, Manchester, Arsenal, j'en ai rien à cirer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que mon marché à moi, c'est le marché belge. Aujourd'hui, on me pose une question sur un joueur belge ou un club belge, je connais tout par cœur sur les doigts. Ça, c'est ma valeur ajoutée. Donc, je me suis spécialisé dans un marché qui est un marché exportateur. La Belgique est un marché où tu vas avoir des Scandinaves, des joueurs africains, tu vas avoir des joueurs français qui n'ont pas réussi en France venir se relancer en Belgique pour pouvoir en fait partir en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en France, dans des meilleurs clubs, dans le meilleur des cas. Et ça augmente et ça s'accentue d'année en année. Aujourd'hui, il y a des clubs italiens ou des clubs français qui nous posent des questions sur le marché belge, qui nous demandent de les accompagner à des matchs pour justement leur donner notre expertise et notre savoir-faire du marché. Tu vois à quel point c'est important en fait de te spécialiser dans quelque chose. Voilà. Surtout en fait, c'est une façon de te démarquer. Exactement. Tu as juste trouvé la façon de te démarquer parce que je pense qu'un agent, une personne qui se lancerait comme agent, voudrait faire un peu comme tout le monde, inconsciemment. Mais je pense que tu retrouves ça même dans le football. Bien sûr. Des fois, des joueurs qui sont dans une équipe ou qui jouent, on va dire, dans un milieu de terrain à 3, avec 2 profils différents. Et tu as souvent des joueurs, justement, au lieu de se dire un tel profil, l'autre, c'est ça, moi, je vais peut-être plutôt jouer comme ça, histoire de savoir me mettre entre les 3, tu vois. Et tout le monde n'a pas toujours ce réflexe. Donc toi, le fait d'arriver et de quand même réussir à faire ça, c'est une bonne chose parce que du coup, oui, comme tu dis, tu deviens une personne de référence dans ton domaine. Parce que c'est un domaine que tu maîtrises. Faut me comparer, hein, parce que je vais me mettre à mon niveau. Ça fait 10 ans que je suis dans le game, il y a certains qui sont là depuis 20, 30 ans, ils ont un réseau plus grand que le mien. Il faut me comparer à ce milieu de terrain qui est jeune, qui n'a pas là encore la maturité physique et la maturité du jeu, mais qui s'insère en fait dans un milieu à 3, comme tu dis, avec un profil plus expérimenté,
qui a la science du jeu, et un profil plus physique qui a la science de savoir quand mettre le pied, quand mettre le pied. Exactement. Et toi, tu te mets au milieu de cet écosystème et tu dois trouver ta place. C'est-à-dire que tu dois être un peu des deux, sans forcément copier l'un des deux, parce que tu dois devoir te démarquer toi. Tu vois? Exactement. Et moi, mon style à moi, c'était ça. J'ai mon partenaire qui est plutôt au marché français. Tu vois? J'ai notre préparateur physique qui a plutôt des accès plutôt du côté Hollande. On a des partenaires autour de nous, parce que le football, tu sais, c'est des tentacules, hein, qui sont en Italie, en Angleterre, en Espagne, en Allemagne. Tu sais, quand je me présente à un joueur, je dis, il n'y a aucun club ici en Europe que je ne puisse pas atteindre. Tu sais, moi-même, avec mon petit réseau, j'ai pu faire des transferts en Asie, je peux faire des transferts en Europe de l'Est, je peux faire des transferts au-delà des frontières, en France, en Serbie. J'ai pu faire des transferts au Luxembourg, c'est là que j'ai commencé ma carrière, pour ensuite revenir dans mon pays, la Belgique. En fait, c'est un peu le parcours, j'ai l'impression, de certains footballeurs belges qui ont été formés ici, mais on ne leur a pas fait confiance. Ils ont pété ailleurs et sont revenus quand même ici avec une certaine légitimité. Je pense que ça a l'air d'être ton cas un peu. Tu vois, quand tu as commencé, tu étais plus ailleurs. Et à l'heure d'aujourd'hui, tu reviens à la maison et voilà, tu arrives, on va dire, à nous faire profiter, pour ceux qui sont amateurs de foot, de ton talent et de ce que tu fais. Parce que bon, on entend, hein, on voit un peu ce que tu fais sur les réseaux aussi. Et d'ailleurs, en parlant de ce qui se passe sur les réseaux, j'ai vu que tu avais aussi ton petit frère qui est passé pro récemment. Ouais. Je ne savais d'ailleurs pas que c'était ton petit frère. J'ai juste vu que vous portiez le même nom. Et c'est sur tes réseaux en fait que j'ai commencé à devoir le publier. Et du coup, j'ai compris que c'était ton petit frère et que c'est toi qui t'occupais de lui. Tu peux nous expliquer un peu, raconter un peu son histoire? Tu me connais un peu, Christian, je suis quelqu'un de discret. J'aime pas me mettre en valeur. Tu sais, avoir une interview intimiste comme ça, si je te connaissais pas très bien, je serais pas aussi ouvert. Par rapport à ça, on a décidé justement de changer un peu notre communication. Donc c'est plutôt mon partenaire qui est plutôt plus assidu là-dedans, qui a mis une certaine ligne directrice par rapport à la communication. C'est de là qu'on commence à voir un peu plus ce qu'on fait. Donc par rapport à mon petit frère, tu sais, en termes de management, manager quelqu'un de sa famille et manager un joueur que tu choisis, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a un aspect émotionnel qui se met entre les deux. Tu sais, au début, mon petit frère, qui a toujours été un très bon joueur de foot, tu sais, il a une très bonne formation, formé à Anderlecht, avait, on va dire, un déficit au niveau physique pour pouvoir s'imposer sur le terrain. Donc il s'imposait plutôt par intelligence et par le fait de courir beaucoup sur le terrain. Et moi, je voyais en fait qu'il avait du talent. J'avais beau crier sur tous les toits, regardez-le, regardez-le, regardez-le. On me disait oui, il est bon, mais il manquait toujours quelque chose. Alors, j'avais tendance en fait à parler avec le petit frangin et lui dire écoute, voilà les retours que j'ai par rapport à toi. Essaye d'adapter en fait ton jeu, essaye de ramener ça en plus. Il avait par exemple un problème de leadership sur le terrain. Il avait tendance à ne pas se faire entendre. Aujourd'hui, il est capitaine de son équipe, réserve de Malines. Il est parti à la CAN. Il a été meilleur joueur au deuxième match de la CAN. Il a su avoir ce déclic, et ce déclic n'est pas venu à travers moi. Ce déclic est venu à travers lui et à travers une personne avec qui on travaille, donc Claudio, qui est notre préparateur mental et physique, qui a su en fait toucher mon petit frère et le faire prendre conscience en fait de ce qu'il est et de surtout ce qu'il a. Tu sais, la confiance, elle fait énormément dans le football. Un joueur avec et sans confiance, c'est pas le même joueur. Il a su le piquer, lui donner la confiance. Et pour en fait faire la timeline, mon frère a toujours été surclassé dans les catégories jeunes jusqu'en U18. Il a même fait l'équipe nationale belge. Et arrivé en U23, il faut savoir que les U23 de Malines jouent en 4e division belge, donc ils jouent contre des adultes. Première année où il est dans cette catégorie U23, les 15 premiers matchs de la saison, il n'en joue aucun.
L'entraîneur le prend 2 fois sur le banc, il fait rentrer personne parce qu'il n'avait pas confiance à ses joueurs. Tu vois la folie? On va en préparation. Je sais que mon attitude leur donne de mauvaises habitudes. Je noie mes peines en paire de fesses. Et il l'entraîne dans son académie, qui est devenue d'ailleurs Propulse Academy, parce qu'on a, voilà, on a tout récupéré et travaille avec lui. Donc, mon petit frère s'entraînait avec des joueurs qui étaient en interprovincial. Des joueurs, sur papier, pas à son niveau. Le fait de s'entraîner avec ces personnes-là, le fait d'avoir un coach qui croyait en lui, ça l'a donné en fait confiance en ses capacités. Quand il est retourné après la trêve, il joue 13 matchs sur 15, titulaire. Complètement transformé. Complètement transformé. Il fait le tour final, titulaire. La saison suivante, rebelote, on repart à la préparation. Il s'entraînait 2 fois par jour. 2 fois par jour le matin, entraînement 2 heures, il retourne chez Claudio 2 heures. 4 heures par jour, il a fait ça quasiment pendant 3 semaines. Il revient, préparation, tellement il était au-dessus physiquement et en termes de confiance. Je crois au bout du 3e match, on le convoque pour un match amical avec l'équipe première. Premier match de championnat, capitaine. Après 2 mois, il peut commencer à s'entraîner avec l'équipe première. Il finit la saison aujourd'hui avec plus de 9 goals en tant que milieu. Sélectionné pour la CAN U20 et il fait quasiment partie de l'équipe de base du Congo. Tu vois à quel point l'aspect mental et l'aspect de la confiance peut faire en sorte qu'un joueur se transforme. C'est le même joueur. Mieux préparé et juste, on l'a insufflé en fait ce qui lui manquait. Tu vois à quoi je reviens? Quand je te dis à quoi je regarde, je l'ai vécu avec mon petit frère. Je l'ai vécu avec Jordi Soladio. Je l'ai vécu avec Dani Lupano qui est venu à tes matchs de détection. Champion de Moldavie aujourd'hui. Le gars, l'année passée, ligament croisé, il a joué 4 matchs de championnat en D amateur. Aujourd'hui, il est champion de Moldavie, il va jouer à la Ligue des Champions. 1 an. Je ne l'ai pas appris à jouer au football. Tu sais, on l'a juste mis dans un cadre bien propice. On l'a insufflé en fait cette confiance. On a continué à le motiver en fait pendant une année complète et regarde les résultats que ça donne. Tu vois? Ça c'est pour moi les plus grandes réussites. Et je te parle pas d'argent. Je te parle de développement personnel, évolution qui va faire en sorte que le résultat pécunier sera à la fin de l'histoire. Tu vois? C'est pas la motivation première. La motivation première, en fait, c'est de amener un projet à la réussite. Et quand ce projet-là arrive à terme, c'est à ce moment-là qu'on se met à table et qu'on commence à regarder comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce projet soit monétisé. Franchement, c'est rare qu'un agent ait cette mentale-là, tu vois. La plupart des agents, bon, moi qui ai un peu traîné dans ce milieu vite fait, eux, c'est plutôt à l'envers qu'ils voient les choses, tu vois. Donc, le fait que tu puisses voir les choses comme ça, déjà, c'est bien pour toi, pour les joueurs que tu encadres. Et surtout que, comme on dit aussi, charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu as ton frère. Ton frère, c'est déjà l'exemple que comme quoi, c'est pas que les gens extérieurs que tu as suggéré, tu as aussi suggéré une personne de ta famille. Et comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus difficile de faire la part des choses, des fois aussi, des fois de se faire écouter. Parce que ce qu'on a à la maison, souvent il y en a qui pensent qu'on est ça dehors. Alors que je pense que récemment, j'avais même fait un post là-dessus, où j'ai parlé justement du fait que le problème de notre communauté, c'est que souvent, quand on te connaît dans un cadre privé, on pense en fait que dans le cadre professionnel, on doit te donner le même respect. Ça veut dire si tu es le petit de la maison qui fait pipi au lit, plus tard tu vas grandir, tu vas devenir chef d'entreprise, eux ils vont te voir toujours comme le petit qui pisse au lit, tu vois, alors que c'est totalement différent. Et toi, la relation que tu as maintenant avec ton frère, malgré le fait qu'il est percé, est-ce que tu trouves que ça a changé ou c'est toujours la même chose? Ou pour toi, quand il est en face de toi, c'est ton petit frère? Non, j'ai de la chance d'avoir un petit frère qui a été bien élevé, qui est très humble. Tu sais, tu n'entendras jamais parler à l'extérieur de ses mérites et de ses accomplissements. Tu sais, c'est quelqu'un de très réservé, qui a beaucoup d'humilité et qui ne va jamais crier sur tous les toits, qu'il est joueur professionnel, qu'il a été sélectionné en équipe nationale, c'est pas son style. Donc sur ce côté-là,
je n'ai pas de témoignage à te faire à ce niveau-là. Par contre, il y a quelque chose que tu as bien souligné, c'est la légitimité. Tu sais, quand tu as grandi au sein d'une famille et que tu es agent de football et que tu as fait des accomplissements à l'extérieur, c'est toujours difficile de te faire accepter en tant que tel auprès de la famille. Ouais, Tu vois, c'est vrai. tu dois toujours en faire Tu l'as plus, prouvé. tu dois toujours prouver. Tu sais, j'ai senti le respect au sein du tissu familial que quand mon petit frère a signé. Parce que tu avais quelque chose à proposer. Parce qu'il y a eu un Il y a eu quelque accomplissement et chose. que ça touchait directement le tissu familial. Bien sûr. Tu sais, quand d'autres personnes allaient parler de tes accomplissements que tu as pu avoir en fait dans le monde du football, Il y avait des ça doutes, hein. résonnait moins. Ouais, Tu vois ce que je veux bien dire? sûr. C'est que quand ça commence à toucher en fait le noyau en fait privé et que tu représentes entre guillemets une certaine fierté au niveau de la famille. Parce que quand on parle de toi, des oncles, des tantes, des amis qui voient à travers justement les réseaux, parce qu'aujourd'hui, comme je t'ai dit, on médiatise plus certains accomplissements et qu'on parle de toi en tant que fierté au sein de la famille, que tu sois joueur comme mon petit frère ou moi derrière, on va dire, entre guillemets, aux manettes, avec mon équipe, c'est beaucoup plus portant que si tu avais juste fait cet applaudissement-là et que personne n'en avait parlé, tu vois. Or que c'est le même fait, c'est les mêmes visuels, mais le fait que, je sais pas, c'est peut-être de notre communauté africaine, tu sais, le fait de pouvoir dire, ah, mon fils euh, est agent, il a fait ci, il a fait ça, c'est une fierté. Tu vois, tu représentes une certaine réussite, une certaine fierté en fait familiale. Et à l'époque où j'étais plus dans l'émotion, on va dire, ça pouvait me faire quelque chose où tu pouvais le prendre pour toi en te disant, oh, ça fait comme des années que je suis là-dedans, où j'ai réussi plein de choses. Il y a eu des articles de journaux, il y a eu des reportages faits à la télé, tout ça, et que fallait en fait la dernière cerise en fait que tu mets sur la tarte pour qu'en fait on dise ah bravo, on est fier de toi, tu vois. Aujourd'hui, j'ai peu d'émotions en fait dans ce domaine. J'ai tellement eu de trahison, on va dire entre guillemets, et d'expériences où des gens ont malheureusement profité en fait de certaines largesses que j'ai laissées, pardon, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, il peut m'arriver beaucoup de choses avant que ça me touche en fait dans l'émotionnel. Ouais, la vérité, ça m'a blindé. Aujourd'hui, il y a plus de complexe de, d'infériorité, le syndrome de l'imposteur ou tout ça. Tu sais, aujourd'hui, je suis licencié par l'organisme qui régit le football. J'ai mes accomplissements à côté. J'ai rendu en fait mes proches fiers. Il reste plus qu'une étape maintenant, c'est d'aller jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? C'est de réussir. Mais du coup, tu m'anticipes parce que moi, la prochaine question, elle est justement pour ton avenir. Comment tu vois les choses? Continuer à grandir, continuer à apprendre, parce que comme je t'ai dit, nul n'a la science infuse. Tu apprends beaucoup de plein de choses, des expériences, mais des gens qui sont autour de toi. Avoir l'humilité en fait d'écouter, même parfois quelqu'un qui est plus jeune que toi, parce que peut-être qu'il a la réponse à certains questionnements ou à certaines problématiques que tu peux rencontrer en fait sur ton chemin. Regarder ce que les anciens ont fait de bien et pas bien, et surtout continuer à avoir une ligne directrice qui te drive en fait depuis le début. C'est très important. Pas changer en chemin parce que tu as eu un peu plus de fame ou tu as eu un peu plus d'argent. Tu vois, le plus important, c'est de rester soi-même. Regarde, aujourd'hui, je me présente à toi en jogging. J'aurais pu venir et faire semblant de venir en costard-cravate. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'apporte peu parce que j'ai envie d'être reconnu pour ce que j'apporte. Pas parce que je m'habille mieux
Et là, je vais attaquer deux de mes partenaires, Claudio et Andy, qui s'habillent très très bien. Donc Claudio, lui, voilà. Pantalon concentré là. Voilà, exactement. Des Congolais à l'état pur, sapage, tout ce que tu veux. Donc maintenant, tu nous as dit un peu... et d'ailleurs, c'est bien, parce que dans ta réponse, tu as anticipé pas mal de questions que j'avais. Parce que j'avais posé des questions sur comment être un bon agent. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon agent? Bon, tu m'as cité. Attention, je tiens à préciser, Christian. C'est ma vision. Oui. D'être un bon agent dans ma façon de vouloir manager. Okay. Il y a plusieurs façons d'être un bon agent. Tu sais, quelqu'un qui va être plutôt porté sur le côté pécunier et moins sur le développement personnel va être tout aussi un bon agent. Ça dépend de ce que ton client attend de toi et ce que toi, tu attends de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir un côté plus social et tu vas avoir un côté beaucoup plus pécunier. Moi, j'essaie de rejoindre aujourd'hui les deux, de pouvoir élever, on va dire, une personne spirituellement ou en termes de comment dirais-je, de changer en fait de train de vie. Tu sais, si tu peux prendre une famille, les conseiller au mieux pour qu'ils puissent, eux, changer de niveau et de passer à un autre niveau, de pouvoir gagner un peu d'argent qui va peut-être les pérenniser pendant un certain temps, sans la promesse que le garçon va faire carrière pendant 10 ans, tu as déjà réussi un coup. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis que ça se fait en plusieurs étapes. C'est que à chaque étape, si je peux avoir une victoire ici, une victoire là, bien. Si je peux avoir une victoire ici, une victoire là, c'est aussi très bien. Tu sais? Parce qu'au final, j'aurais fait mon travail d'agent. Mais peut-être que la dernière étape, tu vas manquer de compétences ou tout simplement, le joueur va décider d'aller travailler avec quelqu'un d'autre et de faire autre chose, ou la famille a un autre projet. Il faut savoir l'accepter aussi. Tu vois, tant que tout est fait dans la correction et que les deux parties sont toujours claires l'une envers l'autre, ça peut faire mal, attention, ça peut faire mal. Tu aimerais bien toujours mener un projet de A à Z, mais parfois c'est pas possible. Tu vois, parfois c'est pas possible et il faut savoir l'accepter. Aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai plus de capacité de pouvoir accepter, entre guillemets, l'échec et de pouvoir rebondir et d'en faire une force qu'à l'époque. Oui, les expériences. Hein. Les expériences et la maturité, l'entourage. Et de toute façon, tout ce qui est négatif cache toujours un peu de positif. Donc même quand c'est dur, il y a une leçon derrière. Et c'est ça que, en tout cas, moi, je constate, parce que moi, je t'ai vu un peu quand tu as commencé. Tu m'as connu au début. Hein. Et maintenant, tu vois, donc il y a quand même... il y a eu pas mal de choses, des hauts et des bas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu es quelqu'un d'accompli. Et j'ai cru entendre aussi que tu avais une nouvelle structure. Vous avez fait une fusion, tu peux nous en dire juste vite fait. Comme ça, en même temps, tu fais ta promo aussi. Hein. Les gens, ils sont là. Hein. Un agent sérieux. Ouais, ça y est, il veut sortir mon côté congolais. L'agent sérieux du siècle. Non. Je reste moi-même. Donc oui, on a créé une nouvelle structure qui s'appelle Propulse. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on est 4, avec chacun sa spécialité. Pourquoi être passé à une structure je travaille tout seul pendant quasiment 8-9 ans, à travailler avec d'autres personnes. De un, tu as tes limites quand tu travailles tout seul. Tu vois, tu as tes limites. Et j'avais l'ambition, j'ai toujours eu l'ambition d'aller le plus loin possible. Donc aujourd'hui, je me suis entouré de personnes, de un, à qui j'ai 100% confiance, qui ont la même vision et la même fin que moi, et surtout qui sont plus compétents que moi, chacun dans leur domaine. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, pour pouvoir gérer un joueur, quand l'un est occupé ou l'autre est débordé, il y a toujours quelqu'un pour pouvoir reprendre le flambeau. Tu comprends ce que je veux dire? Le suivi reste toujours. Il faut savoir qu'avec tous nos joueurs, on a des groupes WhatsApp. Pour avoir vraiment de la transparence de la communication, il y a le joueur. Quand le joueur est mineur, il est avec ses parents. Et on est tous les 4 toujours dans le groupe. Pour pouvoir avoir vraiment une fluidité en fait, de la communication et de faire en sorte qu'il n'y a aucune information qui s'échappe, et de faire aussi en sorte que le suivi soit continu.
quand le suivi est continu, bah, tu peux anticiper en fait des choses qui peuvent arriver à l'avenir, tout comme tu peux préparer des choses pour faire en sorte de pouvoir affronter peut-être des difficultés à l'avenir. Donc là, on trouve ça très important. Et voilà, notre page Instagram, c'est WeArePropulse. Donc we.arepropulse. Moi, mon Instagram, c'est andy.macanza. Et oui, si l'interview vous a plu et que ma façon de manager vous a plu, et que surtout vous avez le talent pour aller tout en haut, pas de problème. Vous pouvez toujours venir dans mes DM. Et Christian, je compte sur toi pour m'envoyer les pépites de demain. Hein. Voilà. Moi, je vais faire mon taf. J'espère pour toi aussi que tu feras le tien. En tout cas, merci déjà pour ce moment, pour ce partage. Je pense que merci à toi. Ça a été très important déjà de partager tout ça. Très fort aussi. Je pense qu'il y a certains messages que tu as passés qui vont parler aux gens. Il y a plein de questions que certains se posaient. M'ont peut-être même déjà posé à moi par rapport au monde du management. Tu connais, moi... Une fois que je me fais une croix sur un truc, il ne faut plus me parler de ça. mais c'est bien. Et en tout cas, nous, on te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Merci beaucoup. Que ce soit à tes joueurs, comme à ton petit frère aussi, et à tes collègues aussi, par rapport à vos objectifs et votre vision, je pense, qui est très bonne. Très rare, d'ailleurs, ce qui est rare a toujours de la valeur. Et nous, on est là, toujours totalement dedans, au plaisir, pour te réaccueillir peut-être même un jour où tu nous diras que c'est toi qui manages le fils de CR7. Non. De toute façon, tu me connais, Christian. Tu sais que, de toute façon, on restera toujours les mêmes, surtout. Et que peu importe ce que l'avenir nous réserve, les vraies personnes sont toujours amenées à pouvoir évoluer ensemble. Et c'est ni l'argent ni le succès qui doivent les changer. J'espère, la seule chose que tu peux me souhaiter aujourd'hui, c'est de 1... Enfin, la seule chose, tu peux me souhaiter plusieurs choses, mais le plus important pour moi, c'est la santé. D'avoir autour de moi, en fait, des gens vrais. Tu vois, quand tu dis totalement dedans, c'est totalement dedans, mais ça pourrait être totalement vrai aussi. Et de tout simplement que Dieu nous préserve et qu'on continue à évoluer de la sorte. Parce que, comme tu dis, je pense qu'on est sur la bonne direction. Je pense que notre vision commence à toucher de plus en plus de personnes. Et de plus en plus de personnes commencent à ouvrir les yeux par rapport à la bonté et surtout la transparence. La transparence dans justement notre type de management, où quand ça va bien, on se le dit, mais quand ça va mal aussi, on se le dit, et qu'on arrive à se remettre en question et de pouvoir trouver en fait un arrangement pour pouvoir continuer à avancer. On a aujourd'hui comment dirais-je, la chance de pouvoir dire que je n'arriverai même pas à te citer un joueur qui nous a quittés de plein gré. Tu vois, donc ça pour moi c'est la plus belle réussite que je puisse avoir. C'est qu'aujourd'hui la vision qu'on a mis en place est une vision qui se retrouve en fait dans les gens avec qui on travaille. Donc de 1, on ne s'est pas trompé dans le casting, mais de 2, les personnes qui sont en face de nous continuent à nous faire confiance. On a aujourd'hui des filles, on a des joueurs de tout type, de toute origine. Donc ça veut dire qu'on parle déjà à plusieurs cultures, on parle à plusieurs milieux sociaux. Tu vois, on a des gens qui sont plus aisés que d'autres. On a des gens qui ont un peu moins d'argent, mais qui ont de toute façon les mêmes valeurs que nous. Donc peu importe le milieu social ou la différence au niveau origine ou couleur de peau, fin des fins, on se retrouve en fait dans une même vision, et c'est ça qui nous porte en fait vers la réussite et le succès de nos projets. Donc ça c'est vraiment la meilleure chose que tu puisses me souhaiter, c'est de continuer en fait à véhiculer cette image-là et de continuer à grandir. En tout cas, je te souhaite tout ce qu'il y a de bon, et ce que tu viens de dire, je te le souhaite même en triple. En tout cas, merci pour tout. Merci à toi. Force à toi pour la suite. Ouais, et pour le reste, restez totalement dedans comme d'habitude. Totalement dedans.